Bonjour à tous. Chers collègues, la commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules d'extrême droite poursuit ses travaux avec l'audition de M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, votre audition vient clore le cycle d'audition de cette commission d'enquête. Il s'agira donc d'évoquer avec vous l'ensemble des questions et sujets relevant de votre compétence dont la commission a eu à connaître dans le cadre de ses travaux et sur lesquels votre éclairage nous sera précieux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs Madame et Monsieur le député. Vous l'avez dit, mon audition arrive en conclusion d'un cycle d'auditions que vous avez mené sur un sujet central. J'ai vu la liste des auditions que vous avez conduites, qui est impressionnante, et notamment du côté du ministère de l'Intérieur, ce qui était une évidence. Et vous avez déjà reçu, je le sais, à la fois Laurent Nunez, le secrétaire d'État, et différents responsables des services qui ont pu vous apporter les éclaircissements nécessaires, et je tenterai, s'il est besoin, de compléter cela. Le sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, est un sujet central qui est celui de la lutte contre la haine que diffusent des groupuscules extrémistes. Et donc, il était normal qu'au-delà même de l'obligation formelle qu'il existe, le ministère se mette totalement à votre disposition pour travailler sur ce sujet. Même s'il est vrai que le ministère, et ça vous a été dit, ne travaille pas sur le sujet seulement de ceux qui sont liés à une idéologie d'extrême droite, mais qu'au fond, pour le ministère, la lutte contre les groupuscules s'appréhende non pas selon l'origine d'extrême droite, d'extrême gauche, ou en fonction des tenants de leur idéologie, mais uniquement motivés et systématiquement motivés par la volonté de protéger ceux qu'ils prennent pour cible au fond, c'est-à-dire l'État et nos concitoyens. C'est d'autant plus important de préciser cela qu'on voit bien qu'on a des évolutions et des formes d'évolution idéologiques qui, sur le sujet qui vous préoccupe, montrent qu'il nous faut là-dessus avoir un regard large pour éviter de louper des risques qui feraient aujourd'hui peser des conséquences graves sur nos concitoyens. Parce qu'au-delà des courants historiques que l'on connaît, les identitaires, les ultranationalistes, on voit par exemple sur la frange de l'ultra-droite des phénomènes nouveaux, et on voit apparaître une frange de néo-patriotes et des néo-populistes qui sont très virulents et dont le discours est empreint d'islamophobie, avec derrière quelque chose qui est assez nouveau, on y reviendra si vous avez des questions, la mise en cause de la classe politique comme responsable de tous les maux. C'est ceux qui portent les discours d'invasion musulmane, de grands remplacements, mais qui traduisent aujourd'hui par une mise en cause d'une responsabilité politique au sens large, et mon propos n'est pas lié au gouvernement actuel, sur cette évolution-là. Et on voit bien comment la rhétorique anti-institutionnelle est un phénomène récent, préoccupant, et ces derniers mois l'ont montré aussi. Et donc c'est pour ça que je précise le spectre large sur lequel nous travaillons, même si je vais tenter, comme l'avait fait Laurent Nunez, d'apporter des éclaircissements sur ce qui est l'objet de votre commission d'enquête. Au fond, nous visons à travers cette cible-là les individus qui embrassent un socle commun, qui est à la fois raciste, antisémite, xénophobe, et qui sont porteurs d'un projet violent visant à attenter, par subversion violente, à l'intégrité physique des personnes ou la pérennité des institutions. Sur ces bases, ils font l'objet de surveillance et d'un suivi du ministère de l'Intérieur qui vous a été, je crois, présenté à travers les différentes auditions que vous avez eues. Les principales menaces qui sont dirigées contre une démocratie et contre l'intégrité des institutions nécessitent évidemment d'anticiper et de prévenir les risques causés par ceux qui, en dehors des lois de la République, tentent de prospérer sur l'anomie et la désespérance sociale. Il en est aussi ainsi des déchirements sociaux susceptibles de peser sur la société française et de la résurgence observée de pratiques violentes de différents groupes ou individus. On les a connus, on le connaît avec l'ultra-gauche, on les a connus, on le connaît avec l'ultra-droite, ou de la violence qui, c'est ce que j'évoquais dans les évolutions, aujourd'hui ne se rattache ni à l'une ni à l'autre. Cette perte de repères idéologiques que connaît peut-être notre société contemporaine et que je traduisais tout à l'heure par ces montées de néo-populisme dont on ne sait pas forcément à quel bloc on pourrait les rattacher, même si un examen fin, notamment des prises de position, peut nous permettre de le rattacher. Je voudrais rappeler qu'à l'exclusion de l'organisation interne des partis institutionnels, de la sphère privée des personnes qui y participent, du contenu des rassemblements organisés par ces partis et des prévisions électorales, nos services de renseignement, je dis nos parce que vous avez en tête qu'il y a plusieurs acteurs sur ce sujet, s'intéressent aux éventuels aspects touchant à l'ordre public et rentrent par cet aspect-là de l'ordre public pour pouvoir agir.
Ainsi, les services de renseignement ne s'intéressent pas à la radicalité des opinions politiques, mais à la radicalité des comportements afin de prévenir les troubles à l'ordre public. Il est essentiel de préciser ça parce que, selon les discussions politiques que nous pourrions avoir, je ne parle pas dans la commission d'enquête, je parle en général, on aurait une vision qui serait forcément différente de ce qu'est la radicalité. Et donc, il est essentiel vraiment d'avoir en tête que cette entrée pour le ministère, c'est celle des troubles à l'ordre public. Et donc, il est essentiel qu'on ait cela en tête parce qu'on voit bien que c'est une préoccupation actuelle, permanente, et que, comme beaucoup de menaces, le traitement médiatique peut fluctuer, mais que les groupes violents et la haine, eux, ne prennent jamais de repos. En ces derniers temps, on n'a pas été épargné d'ailleurs sur ce sujet. Je pense en particulier aux actes antisémites. Je pense à la croix gammée, aujourd'hui en particulier, sur le visage de Simone Veil, aux croix gammées. Je pense au cimetière juif profané. Je pense à la profanation du mémorial d'Ilan Halimi. Je voudrais, dans ce contexte-là, rappeler les propos du président de la République lors du dîner du CRIF, alors que les actes antisémites se multipliaient, avec une augmentation très forte d'un point de vue numérique et statistique, même si on est sur un étiage qui était relativement bas, et je ne veux surtout pas minorer, on ne fait pas de la comptabilité sur un acte de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, de christianophobie. Je crois que chaque acte mérite notre engagement et notre condamnation, mais évidemment, on regarde aussi cela en évolution statistique, et ce qu'on peut constater, et c'est pour ça que je parle de l'antisémitisme, c'est qu'on a connu une très forte augmentation, alors que sur les actes, par exemple, de christianophobie, on est sur une stabilité, mais sur un nombre plus élevé, qui est aussi lié au nombre de lieux de culte susceptibles d'être profanés, par exemple. Je vais rentrer dans ce débat. Il n'est pas celui sur lequel vous travaillez. J'évoquais par contre le dîner du CRIF où le président, dans ce contexte-là, nous avait demandé d'instruire au regard du droit en vigueur les dissolutions de certains groupes particulièrement violents, agressifs et véhéments. Et cela a été le cas, nous y reviendrons certainement, pendant votre travail de la commission d'enquête. Il avait demandé à mes services, enfin il m'avait demandé, et donc j'ai demandé à mes services de procéder à une enquête contre l'association Le Bastion Social et 6 associations qui lui étaient liées, je les cite, les Petits Roblochons, Association Luc Dunham, le Cercle Frédéric Mistral, Cercle Honoré d'Estienne d'Orve, l'association Arvénis et Solidarité Argentoratum en vue de leur dissolution. Après cette enquête, et en raison d'éléments et de faits établis et d'exactions répétées en marge de rassemblements de voix publiques, j'ai pu proposer la dissolution au Conseil des ministres le 24 avril dernier, et celle-ci a depuis été publiée. Mais l'action des groupuscules violents s'est également manifestée ces derniers mois dans certains rassemblements que nous avons connus. Je pense au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment on a une évolution dans le temps de la mobilisation. Au début du mouvement des Gilets jaunes, notamment, des individus issus des groupes de droite radicale n'hésitaient pas à déclencher des violences au sein des cortèges. Mais c'est intéressant de voir l'évolution assez vite. On a vu au fond ces groupuscules d'extrême droite qui sont faits de moins en moins nombreux au fil du temps et qui ont laissé place à des groupes d'ultra-gauche tout aussi violents et contre lesquels nous luttons avec la même résolution. J'en reviens donc au cœur du travail de cette commission d'enquête. Il existe, vous l'avez compris, et ce que j'ai vu de certaines de vos éditions l'ont montré, plusieurs grandes catégories de groupuscules. La particularité, c'est qu'ils ont chacun leur réseau, chacun leur groupe, chacun leur sous-groupe, et qu'ils ne s'apprécient pas nécessairement les uns les autres, mais présentent tous une caractéristique commune. Une ou plusieurs, d'ailleurs, caractéristiques communes. La première de ces caractéristiques, c'est une forme de rébellion violente. Ces groupuscules s'inscrivent tous dans un refus net de la société et de ses institutions, et vouent une fascination à la violence. On le voit quand on regarde leurs publications, la violence est encensée, et la violence est même aussi un moyen d'identité, d'identification et de recrutement. Aujourd'hui, dans cette société, est-ce qu'elle devient plus violente ou pas? Chacun a son opinion. Je me méfie toujours de la référence à « c'était mieux avant » ou « c'est pire aujourd'hui ». Mais une chose est sûre, c'est qu'on voit quand même une forme de violence se banaliser dans le contexte, et on voit comment, pour ces groupuscules, c'est vraiment un moyen de recrutement, et que l'adoration de la violence est intrinsèque même à tous ces mouvements. Deuxième caractéristique qui découle de cette adoration de la violence, il y a de la rivalité. Les groupuscules d'extrême droite n'existent que parce qu'au fond, ils sont rivaux. Ils sont rivaux entre eux, et l'histoire même contemporaine montre ces réalités-là, y compris
ce qui peut provoquer certains affaiblissements, on pourra peut-être y revenir. Ils sont rivaux aussi avec les groupes d'ultra-gauche qui partagent souvent aussi une forme de fascination pour la violence, et la volonté d'en découdre, de s'affronter, est commune à chacun des groupuscules que vous avez étudiés. D'ailleurs, ça s'est traduit, y compris dans les manifestations et l'évolution. Beaucoup d'ultra-droite au début, peu d'ultra-gauche et inversement. Il y a eu aussi des confrontations dans certaines manifestations directement liées entre les deux. Et on peut constater que dans ces confrontations, il y en a un qui a gagné sur l'autre. Je ne ferai pas commentateur du match, mais on a connu des événements particuliers. On pourra vous apporter quelques éclaircissements, si vous voulez, sur ces sujets-là. La troisième caractéristique forte, c'est la haine de l'autre. La haine des immigrés, la haine des personnes de confession juive, la haine homophobe, la haine de l'État, la haine des francs-maçons. Et je pourrais être long pour rappeler au fond que ce principal moteur qui les fait vivre, c'est justement cette haine de l'autre, cette haine même pas de la différence, mais de la différence par rapport à ce qu'ils pensent être une norme. Parce que la différence, quelquefois, elle existe, entre les femmes et les hommes, par exemple. Mais là, elle est souvent fantasmée. La haine du juif est construite sur un référentiel qui est totalement fantasmé et qui, du coup, ne devrait même pas se qualifier de différence parce qu'elle n'est pas forcément, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais elle n'est pas réelle, elle est dans l'inconscient ou le conscient de ces gens-là, et donc c'est à partir de ce mythe-là que, quelquefois, ils se construisent. Et puis, il y a la haine de l'État. J'insiste bien sur la haine de l'État parce qu'elle est également tout à fait inhérente à tous les groupes extrémistes. Le refus de la République, le refus des institutions, le refus des élus. Ils ne dénoncent plus la gueuse, et le corpus idéologique a été réduit à peau de chagrin, alors il ne reste au fond plus que la haine et la violence. Et donc, quand on regarde les principaux actes commis par ces groupuscules, on observe qu'ils sont très cohérents avec ces traits communs, et on note surtout qu'au fond, ils vivent à travers des bagarres et des affrontements entre groupes, qu'ils vivent de dégradation de biens ou de locaux appartenant souvent à des opposants ou incarnant ce que refusent ces groupuscules. Et cela peut aller d'un lieu de culte à un local d'une association qui vient d'aide aux migrants. Cela se traduit par des outrages et des actes de rébellion contre les forces de l'ordre. Et cela se traduit par des agressions racistes et antisémites. Enfin, même si ça ne constitue pas l'essentiel des infractions que vous avez pu évoquer dans votre commission d'enquête. Enfin, je voudrais souligner une dernière caractéristique commune à tous ces groupes, les réseaux sociaux. Ils sont le vecteur de tous les groupes extrémistes. C'est là que leur propagande fait son lit, c'est là qu'ils s'organisent, c'est là qu'ils recrutent. C'est important de souligner cela parce que la lutte contre les réseaux sociaux est un exercice difficile. Un site fermé en France peut réapparaître immédiatement localisé en Ukraine ou peut, je ne vais pas prendre ce sujet-là par hasard, peut réapparaître au Japon. Et là, du coup, il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Et ce qui était un point .fr devient un point .org. Et donc, du coup, on a là-dessus de vraies difficultés. Alors, quelles sont les actions contre les groupuscules d'extrême droite que le gouvernement conduit? La première, la plus radicale, c'est la dissolution. Bien sûr, il n'est pas question de dissoudre un groupe au seul titre de son idéologie, aussi fétide qu'elle soit. On peut penser que c'est une anomalie, mais c'est un fait. La Constitution nous l'interdit, et je pense que c'est bien que la Constitution nous l'interdise. Même si celui qui est ministre de l'Intérieur pense que c'est un frein. Mais dans la réalité, je pense que c'est dans nos garanties collectives. Le droit international aussi nous l'interdit. Il est donc nécessaire qu'un ou des groupes constituent des menaces sérieuses à l'ordre public pour les dissoudre. Je précise cela parce que peut-être qu'on vous m'interrogerez là-dessus. 2 listes qui se présentent aux élections européennes sont classées sur l'ultra-droite. J'ai vu qu'un parlementaire m'interpellait en disant « Mais comment se fait-il qu'on les autorise ?» Simplement parce que l'ultra-droite n'est pas interdite en France. L'ultra-gauche non plus, et que la police des idées n'est pas la règle qui doit s'appliquer dans un ministère, fût-il celui de l'Intérieur. Et donc il faut vraiment avoir en tête que la dissolution, qui n'est pas une action anodine, et même quand on est résolu, implique, et qu'on est porté par une vigilance et une fermeté totale, implique qu'il nous faut des éléments. Pour ces éléments, il y a les troubles à l'ordre public, il y a les incitations à la haine, il y a les incitations à la violence, à la prise des armes. Et dans ce cas-là, nous n'hésitons pas à faire usage des dispositions de l'article L212.1 du Code de sécurité intérieure qui permet la dissolution d'associations ou de groupements.
Je suis très déterminé à combattre ces groupuscules dès lors qu'ils se mettent hors la loi, et on a déjà agi à un haut niveau derrière ces derniers mois pour mettre un terme à diverses associations, pas seulement dans le champ qui vous intéresse, mais on est offensif sur cela, mais en respectant à la fois un cadre légal et un cadre de procédure. Vous évoquez ce qui pourrait être dressé comme piste d'amélioration. Si je n'étais que ministre de l'Intérieur prenant une efficacité immédiate, je dirais qu'il faut nous lever à la fois les obstacles liés aux procédures, à la fois liés au fond. La réalité, c'est que je ne vous dirai pas cela, parce qu'il est essentiel que ce cadre s'impose. Mais il complique effectivement ce que le temps médiatique ou le temps politique pourrait appeler en termes d'efficacité. Mais donc il faut vraiment avoir en tête que la dissolution nécessite une enquête, des éléments de preuve factuels, solidement établis pour pouvoir être prononcés. C'est d'ailleurs la particularité aussi des groupes que nous suivons, c'est qu'en plus ils sont bien accompagnés juridiquement. Et ils n'hésitent pas à multiplier les procédures, qu'elles soient sur le plan de la procédure avec avocat devant la justice, mais qu'elles soient même sur des changements d'adresse, des changements de président, des ruses, et là ça relève plus de la ruse, mais qui permettent de contourner le droit et qui permettent de faire obstacle à l'efficacité de nos dispositifs, et peut-être du coup à fragiliser, et là je parle par expérience, sur des changements de président par exemple dont vous n'avez pas forcément connaissance, vous devez notifier au président le projet de dissolution, on vous explique que le président a changé et qu'il y a une assemblée générale, vous vous appuyez sur le fait que l'assemblée générale n'a pas été publiée et que du coup on n'a pas informé la préfecture, mais quelque part ça fait naître un risque juridique sur ce sujet. Ils savent parfaitement utiliser cela, nous avons en face de nous des gens qui sont juridiquement solide, pour utiliser un euphémisme, et sur lequel nous devons agir. Il faut aussi avoir en tête, c'est le deuxième écueil dans ces procédures de dissolution, c'est que nous dissolvons un groupe, mais les individus qu'il compose peuvent continuer à agir individuellement. Ils ne peuvent pas reconstituer, sinon ils s'exposent juridiquement à la reconstitution de ligue dissoute. Mais du coup, on est là-dessus quand même confronté à une réalité qui est que quand vous avez dissous, c'est une affirmation politique, je la défends comme telle, mais on ne peut pas imaginer que ça s'arrête là, parce que les individus qui portent ces idées, qui les pensent et qui sont peut-être toujours prêts au passage à l'acte, même s'ils sont affaiblis par le dispositif, vont continuer à agir. Je risque d'être un peu long, mais bon, vous me dites. Je voudrais évoquer ce que j'ai pu, moi, constater, notamment en préparant, pour être honnête avec vous, notre audition, c'est l'efficacité, je sais que ça avait fait débat, des dissolutions qui a été faites après l'affaire Méric. Certains ont considéré qu'elle ne servait à rien, qu'elle n'avait servi à rien. Je pense à l'œuvre française, à Jeunesse nationaliste, à Jeunesse nationaliste révolutionnaire. Ce que j'ai pu voir, c'est que ça a eu une vraie efficacité, que ça a totalement perturbé un système qui, même s'il a pu se reconstituer sous d'autres formes, ne s'est pas du tout reconstitué avec la même ampleur, la même puissance. Et donc j'insiste sur le fait que la dissolution est compliquée, que si on pouvait la faciliter, pourquoi pas, sous réserve du respect, blabla, mais qu'elle a quand même une vraie efficacité, mais qu'elle ne suffit pas. Et donc il y a la question de ceux qui, au sein de ces groupuscules, doivent continuer à être suivis. Donc les services de renseignement sont particulièrement mobilisés pour suivre l'activité de ces groupuscules, de leurs leaders et des membres les plus actifs et les plus dangereux. Je sais que vous avez interrogé nos services, donc je ne vais rien dévoiler que vous ne connaissez, mais c'est effectivement un suivi qui est effectué à tous les niveaux, qui trouve une déclinaison locale dans les départements, sous l'égide des préfets. Cela nous permet notamment d'anticiper les mobilisations des groupuscules et d'être prêts à contrer leur action si besoin en est. Nous utilisons également toute la palette des entraves judiciaires et administratives dont nous disposons pour gêner ces groupes, les déstabiliser dans leur fonctionnement pour révéler les identités, y compris numériques, de leurs membres les plus actifs et les plus violents. Un vrai travail de fond est fait sur ce sujet. Enfin, nous menons évidemment, vous le savez, une guerre contre les contenus haineux en ligne. Je pense notamment aux moyens supplémentaires accordés à la plateforme Pharos pour étudier les signalements effectués, pour apporter notre contribution au très vaste travail de lutte contre la haine en ligne. Mais ça a des limites aussi, parce que le délit d'idées, d'idéologie,
n'est pas forcément suivi par les gestionnaires de plateformes, parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est vraiment, on est limité aujourd'hui sur nos mobilisations, sur les appels à la haine terroriste et la pédopornographie, où là, les plateformes jouent plutôt bien le jeu, avec des variables selon les plateformes, mais elles jouent plutôt bien le jeu, elles ont la volonté de l'améliorer. On peut au moins leur donner acte de cela, mais on est sur une assiette qui peut peut-être ne pas être suffisamment large. En disant cela, je ne veux pas me prononcer sur le travail parlementaire, mais je sais que la députée Laetitia Avia travaille notamment avec la chancellerie pour la lutte contre la diffusion de la haine en ligne. Vous avez peut-être dû en parler avec la garde des Sceaux ce matin, et c'est une très bonne chose, dans la mesure, pour le ministère de l'Intérieur, c'est aussi une très bonne chose, dans la mesure où les réseaux sociaux constituent un outil sans égal de propagande, et que la propagation des contenus s'y fait de manière très rapide et extrêmement large. Ce qui s'est passé à Christchurch, par exemple, c'est une vidéo de 13 minutes qui reste 28 minutes en ligne. C'est peu. Le lendemain, elle avait été diffusée 1,5 million de fois. C'est ça aussi toute la problématique à laquelle nous devons faire face, avec les difficultés que vous connaissez. Voilà, mesdames et messieurs les députés, en quelques mots, ce que je souhaitais dire des groupuscules d'extrême droite. Permettez-moi une petite remarque personnelle, parce que je suis comme vous un élu dans une circonscription. Vous dire que moi je me suis engagé, mon combat politique s'est fait contre l'extrême droite, que je me suis engagé pour combattre le racisme, l'antisémitisme. Je pense l'avoir montré notamment lors d'élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur un choix qui n'était pas partagé de tous, mais d'empêcher, ça c'est pour le député Adrien Morenas, pour le Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, non pas sur la ligne politique. Je sais qu'à l'époque, mon retrait contre le risque de voir le Front National gagner ma région n'était pas acceptable. Je sais que ça avait fait débat, mais je veux dire qu'il faut faire la différence entre le combat politique, y compris le mien à ce moment-là contre le Front National, ou aujourd'hui contre le Rassemblement national, dans le champ politique. Il faut faire la différence avec les groupuscules sur lesquels vous travaillez, mais qui, au fond, alimentent quand même par leurs actions une petite musique qui peut se traduire ensuite politiquement. Mais je distingue vraiment les deux choses sur ce sujet. Mais cette musique de haine, cette musique de violence, elle commence à se traduire aussi, et je conclus mon propos sur ce sujet, par une évolution de méthode de ces acteurs sur lesquels vous enquêtez, et qui sont passés du courant idéologique et politique à une vocation et une ambition sociale aussi, d'occupation d'espace public, d'occupation d'espace territorial, de présence, comme l'ont fait certains partis politiques il y a quelques années, et les choses ont évolué depuis, mais qui du coup vont sur le champ de la solidarité, entre guillemets, pour porter ce discours de haine et de violence qui, à partir du discours de haine, peut apparaître un peu partout. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en propos liminaire. Je vous remercie. Vous parliez de la violence de la société, d'une société qui deviendrait de plus en plus violente. On voit chez ces groupuscules de l'ultra-droite une volonté effectivement de s'entraîner, notamment par le biais des universités d'été, mais aussi sinon de salles de boxe, au combat, que ce soit avec des armes à feu ou des couteaux, ou tout simplement le self-défense, etc. Et à la fois une volonté de se former idéologiquement aussi dans ces universités d'été. Est-ce que vous avez un œil sur ces universités d'été? Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes y assistent? Est-ce que c'est un lieu où différents groupuscules peuvent se côtoyer, voilà. Et quel suivi vous assurez de ces lieux-là? Voilà. Il y en a qui se créent un peu partout dans toutes les villes. Voilà, il y en a une chez moi qui vient de se créer. Voilà. C'est pour savoir si vous suiviez ça un peu de près. Oui, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, et j'élargirai encore votre propos. D'abord, je confirme votre propos. Et je l'élargirai encore un peu parce qu'il y a aussi... et c'est la structuration classique de ces groupuscules d'extrême droite, une dimension internationale. Il y a des solidarités internationales qui existent et qui, du coup, permettent aussi de contribuer à ces formations que vous évoquez.
Je crois que vous avez reçu Yvan Benedetti, mais je pense que c'était dans le huis clos. Et donc, je ne sais pas ce qui a été dit et je ne commenterai pas. Mais je sais que, par exemple, il construit son discours de puissance interne à ses réseaux par ses relations avec les mouvements étrangers. Et donc, dans ces moments-là, il y a aussi ces temps de formation et qui peuvent se tenir un peu partout, en Europe en particulier, en Espagne, en Allemagne. Et dans ce cas-là, la coopération qui existe entre nos services de renseignement, notamment européens, permet effectivement d'avoir un suivi de ce qui peut se dire, de ce qui peut suivre. Il y a aussi d'ailleurs l'ancrage du PNF, en particulier au Moyen-Orient, et qui est confirmé quand on regarde les déplacements de certains de ses responsables. On voit que là aussi, il y a des rencontres qui sont organisées, et notamment une conférence internationale qui porte le doux nom de New Horizons, et qui est dédiée, je cite, aux penseurs indépendants qui, en gros, sont antisionistes, révisionnistes, conspirationnistes et autres anti-impérialistes sensibles à la République et autres anti-impérialistes. Point. Je ne vais pas aller plus loin. Et donc, il y a cette dimension-là de formation sur laquelle, au niveau international, nous tentons d'avoir un certain nombre d'informations. Il y a ensuite, selon les groupes, mais pas forcément ensemble. Ça, c'est une vraie évolution qu'on a pu noter ces dernières années. Il y avait des moments de rassemblement possibles. Ils sont de plus en plus rares. Mais il y a, selon les groupes, effectivement, des universités, des têtes de formation, notamment dans le rapport aux armes. Donc, quand nous avons connaissance de cela, il nous est arrivé de pouvoir intervenir directement et de pouvoir procéder à des interpellations ou à des informations. Je n'ai pas en tête d'interpellations récentes sur cela du côté de l'ultra-droite. J'en ai du côté de l'ultra-gauche, plus récemment, du côté de Toulouse, par exemple. Et j'ai rencontré des policiers qui étaient sur... des responsables des GSI qui étaient sur ce sujet ce matin même. Bon. Et donc, c'est effectivement quelque chose que nous connaissons. Il y a un éclatement qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui une holding de tête, pour prendre un terme qui ne s'applique pas à ce sujet-là, mais pour être neutre et pour ne citer personne, qui pourrait dire, voilà, je prends l'initiative d'organiser et de prendre la main. Il y a eu des tentatives. Il y a eu notamment à Rungis à l'automne, un rassemblement dans lequel celui que vous avez auditionné, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai prononcé son nom une fois, ça suffit, avait tenté effectivement de constituer une grande nationale de la lutte, etc., dans le cadre du mouvement social dit des Gilets jaunes. Donc il y a cette volonté-là, mais elle n'est pas constituée aujourd'hui en termes d'efficacité. Monsieur le rapporteur ? Un seul micro à la fois, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Ministre, merci Madame la Présidente. J'aimerais savoir si, selon vous, il y a de nouveaux motifs de dissolution envisageables dans le cadre de la loi L212-1 et où le cadre actuel vous paraît-il suffisant pour pouvoir lutter de manière efficace contre ces groupuscules? Et j'aurais aimé savoir, nous revenons d'un voyage en Allemagne, nous sommes allés auditionner vos homologues, et dans leur travail de lutte contre ces groupuscules, lors de la fermeture de ces associations, il y a réquisition des comptes en banque. Est-ce que ça serait pour vous envisageable également, et est-ce que ça pourrait être utile afin d'assécher ces organisations? Alors, je peux commencer par la fin. D'ailleurs, nous sommes toujours favorables à la saisie, voire même à la saisie-attribution qui peuvent exister. Ça se pratique pas mal, notamment dans la lutte contre les avoirs criminels liés au trafic de drogue. Ça a une vraie efficacité. Ça a même une efficacité de message et d'image. C'est un peu plus compliqué, excusez-moi, je sors de la commission, mais c'est un peu plus compliqué quand on attribue un Porsche Cayenne à un commissaire de police, parce que quand il faut changer le train de pneus, ça coûte un bras, comme on dit. Mais je ferme la parenthèse. Mais il faut avoir en tête l'efficacité psychologique de cela, quand les forces de sécurité... Bon. Deuxième élément, ce qu'on voit bien avec le trafic de drogue... je fais l'analogie, parce qu'on a un vrai retour d'expérience, c'est qu'au fond, les réseaux qui sont très organisés, quand ils sont frappés au portefeuille, ils sont beaucoup plus embêtés. Et quand vous saisissez un immeuble sur
un territoire qui est une plateforme logistique. Excusez-moi, j'utilise des termes d'économie, mais c'est la réalité de l'organisation de ce trafic. Et quand vous saisissez les immeubles, ils sont beaucoup plus embêtés. Celui qui a été attrapé va faire entre 5 et 7 ans. On envoie un avocat, on sait qu'il va faire 5 ou 7 ans. Et au fond, ça fait partie de la règle. Mais quand, par contre, vous arrivez à saisir, par exemple, des avoirs immobiliers, voilà, on envoie des avocats parisiens pour plaider. Bon, donc ça montre vraiment cette efficacité. On a la possibilité d'obtenir des saisies déjà aujourd'hui dans le cadre de la procédure judiciaire. Je dis oui. Mais c'est vrai qu'on est rarement sur des... Moi, de ce que je connais du dossier, on est rarement, par exemple, sur des associations qui sont propriétaires des biens dans lesquels elles sont. Elles sont locataires ou elles sont en squat. C'est le cas, par exemple, récemment à Strasbourg. Et donc, du coup, on n'est pas forcément sur les propriétaires. Mais tout ce qui peut permettre de favoriser la saisie, pas forcément la saisie-attribution, c'était un clin d'œil sur d'autres formes, me semble aller dans le bon sens. Il faut frapper, à mon avis, à la fois par la dissolution et le message politique, mais il faut aussi frapper par la neutralisation des moyens. Et ça rendra plus efficace la lutte dans la durée en cas de reconstitution de lignes sur ce sujet-là. Ensuite, vous m'avez posé la question de savoir si les moyens juridiques nous permettent d'aller assez loin, etc. Bon. D'abord, aujourd'hui, les moyens juridiques nous permettent, quand les faits sont établis, ce que j'ai dit tout à l'heure, de poursuivre des actions. Vous connaissez celles concernant le bastos social. Nous sommes en procédure pour 2 mouvements néo-nazis, Blood and Honor Hexagon et Combat 18. On est dans la procédure, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça reste un objectif pour le ministre de l'Intérieur que d'obtenir leur dissolution. Mais la procédure est en cours. Ensuite, il vous appartient de décider si on peut considérer que le délit de propagation de propos racistes, antisémites, etc., peut avoir un effet plus brutal, entraînant pas automatiquement, mais étant une base suffisante pour une dissolution. C'est ce qu'il faut apprécier. C'est extrêmement délicat. Mais là, je vous laisse évidemment dans la rédaction de vos conclusions peser. Peut-être qu'un ministre de l'Intérieur pourrait facilement dire oui, il faut faire ça. Je serais réservé pour ce qui me concerne. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin, être plus efficace? C'est voilà. Bon. Ce que j'observe quand même, c'est que si je prends ces 20 dernières années, depuis 2000, on a pu procéder à 30 dissolutions. Et au fond, on a les moyens juridiques. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on lutte plutôt contre des outils de diffusion, je reviens sur les réseaux sociaux, de haine, qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à neutraliser. C'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Je vais vous prendre un exemple. Quand un site est localisé en France, on sait faire. Quand il est localisé en Europe, on sait encore faire. Dès qu'il est localisé en Ukraine, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, on peut empêcher sa diffusion en France. Voilà. C'est là où aujourd'hui on a sur ces sujets peut-être des évolutions possibles à faire avancer ensemble. Je vous remercie, Monsieur Habib. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 2 remarques liminaires. Tout d'abord, sans vouloir polémiquer, je voudrais réagir et revenir sur un tweet que vous avez publié hier à l'occasion de la journée du 8 mai pour rendre hommage, je cite, à des policiers qui ont pris le maquis, des policiers qui ont combattu l'oppression, qui ont fait le choix de la résistance. Oui, il y en a eu, mais trop peu. Monsieur le ministre, à vous lire, et c'est peut-être une maladresse, on avait l'impression que c'était la norme, la majorité. Et je me fais l'écho de très nombreux messages de déception, d'indignation, voire de colère que j'ai reçus de fils et des filles de rescapés. Même si certains policiers ont fait le choix du courage, de l'honneur, le choix de la résistance, certains ont même été justes parmi les nations, je crois qu'il y en a eu près de 70, l'écrasante majorité, hélas, ont fait à l'époque le choix de la collaboration, à minima de la passivité, en exécutant les ordres de l'État français à l'époque. Simple rappel, le 16 juillet 1942, au Veldiv, ce sont 9000 policiers français, monsieur le ministre, et gendarmes, sans parler des centaines de supplétifs de collaborationnistes qui ont raflé très exactement 13 152 enfants juifs, dont 4 115 enfants. Combien sont revenus? Seulement quelques dizaines, je voulais le souligner. Deuxième propos liminaire. Oui, bien sûr. Un seul micro à la fois. Je vous remercie, Monsieur Habib. Je pense, Monsieur le député, que vous faites la différence entre le mot « des » et le mot « les ». LES. Si j'avais dit « les policiers ont été mobilisés, ont rejoint le maquis », j'aurais commis une faute à minima historique. En évoquant devant le monument aux morts de la police,
en évoquant celles et ceux qui sont morts, résistants, devant le monument aux morts, en présence de nombreuses personnalités. J'ai prononcé un discours et j'ai dit « il y a des policiers qui ont fait le choix de la résistance ». C'est une vraie différence entre « des » et « les ». Donc j'entends votre remarque, mais je pense que si vous savez faire la différence entre « des » et « les », vous pouvez m'épargner le contenu de cette remarque. Parce que j'ai écouté votre propos liminaire, parce que j'ai écouté votre engagement, personne n'a échappé à personne qu'il y a une différence entre des et les, mais le tweet et les... Si vous pouvez vous recentrer sur... Voilà. Vous pourrez discuter la deuxième de ça remarque, ailleurs plus tard, mais là, voilà. Ma deuxième remarque liminaire était, comme je l'ai dit d'ailleurs à votre secrétaire d'État, Laurent Nunez, je regrette, Madame la Présidente, que les travaux se focalisent sur les seuls groupes d'extrême droite. Ce choix, d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à regretter. Mon collègue Pierre Morel-a-Lucci a même décidé de démissionner. Libre à vous de vous y êtes d'ailleurs, vous l'avez dit, sur l'ultra-gauche, Monsieur Habib, on a déjà eu cette conversation. Laissez, si vous voulez terminer mon propos, traduit pour moi une indignation sélective et procède peut-être même à une hémiplégie idéologique persistante selon laquelle les groupes d'extrême gauche ultra-violents mériteraient plus de compassion ou de compréhension. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, chez les Gilets jaunes, on a vu que les stigmas antisémites sont ressortis les mêmes, selon lesquels, par exemple, le président de la République aurait travaillé chez Rothschild ou que la presse serait entre les mains des Juifs, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Ça, c'était mon deuxième propos liminaire. Ma première question. Vous le rappeliez, le 24 avril, vous avez prononcé la dissolution de cette association d'ultra-droite, conformément aux déclarations du président de la République au dîner du CRIF, notamment les 3 groupuscules d'inspiration néo-nazie, Bastion Social, Blandin d'honneur, en combat 18. 2 questions. Pourquoi n'avoir pas inclus, sauf erreur de ma part, le groupe Hammerstein dans le lot? Deuxième question, vous y avez partiellement répondu. Bien sûr, c'est important de dissoudre, mais est-ce que c'est suffisant? Quid après? Vos services s'assurent-ils que ces organisations ne poursuivent pas leurs activités sous un nouveau nom ou différemment? On se souvient d'ailleurs qu'en 2013, dans le sillage de la mort de Clément Méric, Manuel Valls avait dissous les organisations Troisième Voie de Serge Ayoub et L'Heure Française de Benedetti, que nous avons auditionné ici, et sans la preuve, et je ne suis pas persuadé qu'on a totalement entravé leur action. Vous pensez que leur action a été entravée? J'en suis pas tout à fait persuadé. Voilà. Après, j'ai d'autres questions, mais je laisse peut-être les collègues après pour... C'est gentil, je vous remercie. Voilà. Votre micro, Monsieur Habib, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, allez-y. Juste corriger votre propos, nous n'avons pas dissous Blood and Honor et C18, je l'ai précisé, nous sommes en procédure de dissolution, et j'ai cité celle qui avait été dissoute. Vous m'avez rappelé d'ailleurs Troisième Voie, effectivement, suite à l'affaire Méric qui avait été dissoute, et je vous l'ai dit, quand vous procédez à la dissolution d'une association, vous ne procédez pas à la dissolution des individus qui la constituent. Peut-être que ça pourrait être une suggestion de la Commission, excusez-moi d'en plaisanter, mais je pense qu'il y a quelques vertus démocratiques à ne pas plaider cela. Et donc, toute la difficulté, effectivement, de le suivre. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, ça fait partie du travail des services que de continuer à suivre, justement, pour empêcher la reconstitution de ligues dissoutes, qui relève effectivement aussi d'un constat pénal, d'une infraction pénale, et sur lequel nous devons agir. Ensuite, vous savez, les tenants de thèses idéologiques dans ce cas-là évoluent, souhaitons-le, positivement, d'autres non, et continuent à porter une parole, à vouloir la traduire, à venir même sur le champ politique pour porter cette parole de radicalité. Et donc nous les suivons, ils sont identifiés, ils sont connus, mais nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure, et je vous dirais je ne le souhaite pas, de les interdire de parole. Monsieur Elguerra. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre exposé, enfin votre vision. Et dans l'arsenal juridique, nous avons pressenti qu'effectivement il y a peut-être des choses à faire sur les dissolutions et qu'il faut manier tout cela avec précaution, parce que la liberté d'expression, elle est quand même, c'est une colonne vertébrale de notre démocratie. Et il faut faire attention avec cela, mais effectivement peut-être faciliter plus, disons, juridiquement les dissolutions quand il en est de besoin. Et de ce point de vue-là, je vous ferai
poserai une question sur l'Allemagne, mais avant cela, je voulais vous demander, il y a une certaine libéralisation de la parole raciste, la parole extrémiste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, enfin, tout ça n'a pas de sens, la parole radicale, disons. Pensez-vous que les lois existantes, comme la loi Guesso sur le négationnisme, sont-elles encore efficaces? Est-ce qu'il est possible de les renforcer? Et peut-être notamment introduire un point sur l'islamophobie. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y a une vraie libéralisation de ce racisme-là, qui est souvent le fait des groupuscules d'extrême droite, et ce qui correspond à notre commission d'enquête. On voit d'ailleurs que certaines personnes qui ont été condamnées pour des propos islamophobes continuent à s'exprimer dans les grandes chaînes d'information en continu ou en interrompu. Enfin, c'est assez, disons, ça fait vraiment c'est étrange de voir des personnalités condamnées pour ces propos continuer à tenir des propos pas identiques, mais disons quasiment identiques, et dont d'ailleurs ces propos ont été souvent le fruit d'une réflexion qui dépasse la France, et même ont été quasiment portés au point de produire ce qui s'est passé récemment en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des actes de crimes horribles mis en ligne de manière quasiment normale. Et voilà, et tout ça ne dérange personne en France et continue à être entendu tous les matins, toutes les semaines sur les radios, sur nos radios françaises. Et d'ailleurs, pour la Nouvelle-Zélande, nous avons posé la question à vos services, mais doit-on craindre qu'un attentat de ce type-là se produise en France dans les mois ou dans les années à venir, avec cette libéralisation de la parole raciste? Sur l'Allemagne, pour venir sur ce point, la France pourrait-elle s'inspirer utilement de l'Office de protection de la Constitution qui existe en Allemagne, qui surveille, qui infiltre les groupes extrémistes et qui est étroitement contrôlé par le Parlement fédéral? La France doit-elle revoir ses traditions et se mettre à ce qu'on appelle la démocratie militante, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Allemagne la démocratie apte à se défendre contre ses propres ennemis? Voilà, merci. Beaucoup de questions dans votre question. La dernière est presque philosophique. Elle est celle de savoir si on utilise les armes de la démocratie, qui font ce que nous sommes, face à des gens qui contestent la démocratie. Certains pensent que du coup on peut lever ces obstacles liés à la démocratie, au respect des règles du droit, pour être efficace, pragmatique. Bon, c'est des débats qui existent en France, qui existent dans le monde entier. Il y a des lois... Il y a une loi chinoise qui est par exemple connue, où on considère que tout responsable chinois, où qu'il soit dans le monde, et on peut trouver un parallèle d'ailleurs avec quelques lois américaines, s'il y a un risque pour la sûreté nationale du pays, doivent immédiatement coopérer, informer, etc., sous peine de sanctions pénales. Nous ne disposons pas d'arguments juridiques de ce type-là en France. Est-ce que c'est bien ou pas? Il appartient au législateur de le décider. Vous sentez dans ma remarque mon sentiment, mais c'est à vous de décider si on peut lever ces obstacles-là ou pas. Et puis ensuite, il y a la question inverse, de se dire, au fond, on est trop dans le monde on agit trop comme des bisounours alors qu'on a des adversaires... bon. Voilà, je pense qu'il faut trouver ce point d'équilibre. La loi sur le renseignement, par exemple, qui s'applique en France, fera l'objet d'une évaluation qui reviendra devant vous en 2020, doit permettre d'avoir cette discussion-là, et elle doit avoir lieu devant la représentation nationale. Elle ne peut pas être laissée, je sors de mon rôle sûrement, mais elle ne peut pas être laissée à la seule main de l'exécutif, pour reprendre la discussion que vous avez connue en Allemagne. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un dispositif qui montre son efficacité, mais qui n'empêche pas le risque. Vous m'avez posé la question de savoir si le risque d'un attentat contre une mosquée issue de gens qui portent cette idéologie
d'extrême droite est possible? Oui, il est possible. D'ailleurs, 3 risques d'attentats liés à des groupuscules d'extrême droite ont été déjoués ces 2 dernières années, ou ces 3 dernières années. L'un d'eux, on en avait parlé parce que Jean-Luc Mélenchon avait été à un moment évoqué comme une cible, et moi-même, j'ai été identifié comme une cible, suivi dans ma commune, et l'auteur qui m'a suivi manquait d'armes à ce moment-là. On avait commandé et attendait une livraison de couteaux pour me zigouiller. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la structuration de ces phénomènes d'ultra-droite, la rhétorique que j'évoquais dans mon propos liminaire anti-institutionnelle se construit de plus en plus quand même avec, sur cette nouvelle frange néo-patriote, néo-populiste. Elle est vraiment inscrite dans de l'islamophobie, pour reprendre ce que vous posez comme question. Et elle évoque la question de l'invasion musulmane, la question du grand remplacement, et elle se prête effectivement à des volontés violentes de lutte contre. Et on a eu des tentatives d'attentats qui pouvaient conduire à cela. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les attentats, le risque est endogène pour l'essentiel, et qu'il peut se faire avec une seule personne et avec toute forme d'arme assez facile, hélas, à trouver sur le marché, voire assez facile à constituer. J'évoquais l'opération proche de Toulouse, où là, on était en train de fabriquer des explosifs, même si on est sur l'autre tendance ultra, mais on était dans ce schéma-là. Quand on regarde, pour répondre à votre question, les évolutions, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on n'a pas forcément plus d'actes racistes en France aujourd'hui que ce que nous avons connu à d'autres moments. Mais l'islamophobie, elle, devient aujourd'hui un sujet de rhétorique qui leur appartient, qui s'est totalement banalisé. Et donc on a un déplacement du curseur. Est-ce que c'est lié aux attentats de 2015, etc. Sûrement. Mais il leur appartient, enfin moi je ne suis pas là pour savoir d'où vient cela, mais on voit cette évolution-là. L'évolution de la parole raciste, la libéralisation de la parole raciste, peut-être, mais pas forcément constatée par un plus grand nombre d'actes racistes, mais une chose est sûre, c'est que par contre, la parole islamophobe, elle, c'est objectivement libérée, et on le constate, hélas, à mon sens, partout. Donc quels sont les outils juridiques pour répondre à cela? Les outils, ils existent. Encore faut-il, c'est la question de l'application, de la constitution du dossier pour ce qui relève du ministère de l'Intérieur, ou même de l'application. Excusez-moi, mais par exemple, quand je vois que l'invitation, je mets le mot entre guillemets, à la police sous forme de suicidez-vous, peut valoir des poursuites judiciaires à Paris et peut ne pas constituer le délit d'outrage selon une décision judiciaire à Marseille, j'avoue être assez perturbé. Il n'appartient pas de commenter une décision de justice, mais elle montre bien que c'est la question du contenu qui mérite aussi d'être précisée, peut-être, et ça peut faire partie des préconisations. Mais le Parlement peut effectivement considérer que la simple propagation d'un propos antisémite, islamophobe, raciste, pourrait effectivement constituer un outrage, une menace, et avoir une qualification juridique différente. Je ne vous y invite pas, hein, mais ce que je dis, c'est ça, c'est votre responsabilité sur cela. Donc voilà, sur la libération de la parole islamophobe, oui. La question du révisionnisme, là, je veux dire, elle est très politique. Moi, à titre personnel, je me suis exprimé pour dire que je pense qu'il est toujours difficile pour un politique de se prononcer sur l'histoire. J'ai toujours pensé que l'histoire appartenait plus dans son examen aux historiens qu'aux politiques. Pour une raison simple, c'est que nous sommes forcément dans l'émotion subjective. Nous sommes tous dans l'émotion subjective. Il arrive même à Meyer Habib, des fois, d'être dans l'émotion subjective. Et donc, c'est cette difficulté-là. Bon, ensuite, vous pouvez en décider autrement. J'étais présent à la cérémonie, la première cérémonie d'hommage au génocide arménien, avec la date de cérémonie nationale, de commémoration nationale qui a été voulue par le président de la République. Mais c'est toujours difficile de toucher l'histoire. Et est-ce qu'une loi règle la souffrance? Je ne crois pas, quand elle est liée à l'histoire. Mais c'est une opinion très personnelle, et donc évidemment, je sors de la commission et il vous appartient d'en décider. Le ministère de l'Intérieur exécutera ce que vous avez décidé. Je vous remercie. Madame Victory. Très rapide, je suis la députée dont la permanence a été, la plaque a été taguée d'une croix gammée lundi, mais bon, cela n'entame rien
au fait que j'ai toujours voulu lutter contre ces dérives et que je remercie vraiment la commission d'enquête de travailler sur ces questions parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on aille plus fort et plus loin. Voilà. Alors, vous avez entendu, Monsieur le Ministre, que nous étions déplacés à Berlin donc, il y a 15 jours. C'était un déplacement particulièrement intéressant qui nous a permis d'échanger avec donc, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, sur ces questions et surtout sur les moyens de mettre en œuvre afin de lutter contre la haine raciale et la propagation de ces idées qui peuvent paraître d'un autre temps, enfin qui me paraissent à moi d'un autre temps, mais qui sont pourtant toujours là. Et donc de cette propagation sur Internet, bien sûr, qui est un vecteur terrible, mais dans le quotidien aussi des citoyens. Nous avons échangé sur les moyens, donc en termes de force en présence et d'effectifs. Alors, je sais bien que nous ne pouvons pas comparer l'Allemagne, qui est un État fédéral avec des niveaux d'intervention doubles, si on peut dire. Mais les chiffres qui nous ont été donnés quand même étaient impressionnants sur la masse de personnes qui travaillent sur ces problématiques. Je souhaiterais que vous nous donniez des informations plutôt sur la formation des fonctionnaires dont vous avez la charge. Il me semble qu'on ne traite pas forcément les signes liés aux différents types de radicalisation de la même manière. Donc, qu'en est-il des outils qui sont donnés à ces personnels en matière de signalement immédiat, d'alerte précoce? Les fonctionnaires de police et de gendarmerie, il me semble, doivent être mis en situation de pouvoir être en contact avec la population le plus souvent possible et très régulièrement, afin de déceler ces comportements, de les comprendre si c'est possible et de les signaler. Et c'est vrai que la conséquence de ce travail que nous avons vu et de cette formation qui est faite en Allemagne semble être que notre voisin allemand est quand même capable de nous donner des chiffres et de donner à son Parlement, du moins, de fournir des chiffres assez précis en matière de lutte contre les groupuscules d'extrême droite et des autres aussi, mais ils les ont vraiment ciblés dans leur... Donc, recueil des données, évaluation de ces données qui permettent de proposer quand même des pistes assez fortes pour lutter contre ces dérives. Je vous cite juste certains de ces critères qui nous ont été donnés, par exemple, dans les chiffres qui ont été communiqués ensuite. Donc, différence est faite entre les personnes potentiellement sympathisantes, entre des personnes portées à la violence, entre des personnes appartenant à un parti d'extrême droite, entre des personnes non structurées et non organisées collectivement, ou dans des structures autres que les partis politiques. Alors, il nous a semblé que ces données, quand même, étaient utiles pour le renseignement intérieur allemand et qu'elles permettaient d'avoir une base de données particulièrement intéressante pour ensuite travailler à des pistes vraiment concrètes. Et pour terminer, on en revient peut-être à quelque chose que vous avez dit quand vous avez dit que la radicalité des opinions ne pouvait pas constituer un délit, qu'il fallait s'attaquer à la radicalité des comportements. Mais il m'a aussi semblé, alors bon, on n'est pas resté assez longtemps, j'ai pu me tromper, il m'a semblé que les Allemands avaient là-dessus une approche un peu différente et qu'ils avaient moins de mal que nous à mettre des mots sur les choses. Et que ils luttent à la fois contre les groupuscules, bien sûr, mais ils luttent à leur manière pratiquement contre les partis d'extrême droite, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, merci. Merci. D'abord, évidemment, cette croix gammée sur votre plaque et celle d'Olivier Dussopt nous a tous heurtés. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, certains utilisent la croix gammée avec une banalisation. Enfin, aujourd'hui, c'est pas récent. Il faut être honnête aussi, avec une forme de banalité. La mise en cause, au fond, des institutions se traduit par cela. Et c'est vrai que on peut voir, y compris sur les réseaux sociaux aujourd'hui, annoncer par exemple que le ministre de l'Intérieur devant vous devrait faire l'objet d'un procès type procès de Nuremberg pour le traitement du mouvement social que nous connaissons. Ça montre la perte totale de repères. Excusez-moi, mon propos c'est vraiment politique, mais je peux faire l'objet de critiques politiques, ça me paraît évident. De là à imaginer que je doive passer devant une justice du type Nuremberg, je pense c'est qu'on perd un peu nos repères. Et de là à imaginer que la gestion de l'ordre public est similaire à la Shoah, c'est qu'on perd vraiment nos repères. Et pourtant, certains trouvent cela logique et les mettent sur les réseaux sociaux, et c'est même soutenu par des personnalités dont on pourrait penser qu'elles devraient avoir un peu plus de recul. Deuxième élément, cette perte de repères, elle peut frapper partout, y compris dans la police. Et il est essentiel de sensibiliser, de former
nos forces de police, de gendarmerie évidemment, à cette conscience-là. Cette formation sur le racisme, sur l'antisémitisme, elle existe, elle doit être renforcée encore. Il y a des pratiques qui sont de bonnes pratiques. Tout fonctionnaire de l'APP passe, de la préfecture de police, pardon, tout le monde n'a pas en tête l'APP, passe au mémorial de la Shoah sur un temps de sensibilisation. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin dans les Bouches-du-Rhône, je ne sais pas si c'est surtout Provence-Alpes-Côte d'Azur, les fonctionnaires passent au camp des Milles, qui était un camp de départ qui est très pédagogique. Et donc je pense que ce sont vraiment des moments qui sont nécessaires sur cela. Deuxième sujet que vous évoquez, celui du rapport Parlement exécutif sur ce sujet. L'idée, peut-être ce sera dans vos préconisations, l'idée qu'il y ait un rapport annuel, comme vous l'avez observé en Allemagne, qui puisse avoir lieu en France, ça peut être une de vos préconisations. Si vous me demandez, vous ne m'avez pas demandé, mais je veux le dire, est-ce que le gouvernement y serait hostile? La réponse est non. Je pense qu'on est sur un sujet suffisamment sensible pour que ça puisse le justifier. Évidemment, je pense qu'il faudra du coup avoir une approche globale. Pour reprendre le propos liminaire, je sais que cette discussion a déjà eu lieu. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous pourrez, dans vos conclusions, le faire sans sortir de l'objet. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne serait pas illogique que... Ensuite, à quel niveau de renseignement on doit descendre? Nos services de renseignement suivent, je dirais, essayent de suivre l'ensemble du spectre. Le haut du spectre, c'est-à-dire la manifestation publique organisée par l'association identifiée, connue, qui va faire un rassemblement sur une place publique, mais aussi les comportements qui peuvent apparaître dangereux en soi, allant jusqu'au terrorisme de certains individus qui sont membres de ces groupes. Nous avons ces analyses à différents niveaux et c'est suivi à différents niveaux du spectre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant? Je n'aurais pas la prétention de vous dire oui. Parce que c'est une question de nombre de personnes mobilisées sur cela. Je vous donne une indication. Comme dans les films, suivre quelqu'un 24 heures sur 24, c'est bien. C'est la mobilisation de 24 personnes. C'est ça la réalité. Et donc, du coup, évidemment, c'est en fonction des moyens dont disposent nos services de renseignement, mais ils travaillent vraiment à ces différents niveaux. Et donc, ensuite, il y a la question de la présentation de ce travail devant l'Assemblée. Je pense que ces renseignements sont indispensables à nos services du renseignement. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de descendre au niveau du renseignement individuel devant le Parlement. Je pense même que ça gênerait l'ensemble du dispositif, mais ce n'est pas ce qui se fait en Allemagne sur cela. Donc voilà, formation des fonctionnaires, je pense qu'elle est indispensable et qu'aujourd'hui, il y a besoin de faire en sorte qu'ils soient plus attentifs encore sur ces sujets. Moi, j'ai deux priorités, ce sont ces sujets-là et les sujets d'égalité femmes-hommes sur lesquels la sensibilité, la formation est absolument indispensable parce que la parole doit se libérer sur ces... Je mets les deux, excusez-moi, je sors du sujet, mais je mets les deux champs. Elle doit se libérer. Or, c'est difficile d'aller voir un policier, d'aller voir un gendarme dans un commissariat, dans une caserne, pour dire certaines choses. Une petite fille victime d'un acte antisémite, je pense qu'elle a du mal à l'évoquer, comme l'épouse d'un mari violent a du mal aussi à l'évoquer. Et donc si on n'adapte pas notre capacité d'accueil, la parole, le discours, la compréhension, je pense qu'on empêche de faire. Et au fond, trop souvent dans notre pays, on se contente de droits formels et on néglige les droits réels. Et je pense qu'il est essentiel que, notamment par la qualité de l'accompagnement, on puisse garantir que les droits formels, qu'on reconnaît tous, qu'on vote tous, excusez-moi, je me mets dans le lot de ceux qui votent pour avoir pratiqué cette salle ou la salle juste à côté de commission, on ne néglige jamais les droits réels. Je voudrais revenir sur les droits des victimes. Il nous a été remonté que, effectivement, beaucoup de personnes, quand ils allaient porter plainte pour des actes d'agression à caractère raciste, antisémite ou même homophobe, étaient souvent on les dissuadait d'aller jusqu'au bout de leur plainte ou on refusait carrément de prendre leur plainte. Et vous parliez de la formation nécessaire pour les forces de l'ordre. Et c'est pas du tout pour stigmatiser, mais de la même manière que les idées de l'ultra-droite pénètrent dans notre société et se banalisent, forcément elles touchent tous les corps de la société. Donc on doit tous être vigilants et repenser les formations
formation, que ce soit dans l'éducation nationale, mais aussi au sein des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez connaissance de tels refus de plainte? Est-ce que ça remonte jusqu'à vous ou pas? Et qu'est-ce que vous envisageriez de mettre en place outre la formation, mais peut-être ça suffirait, pour faire prendre conscience que si on a le droit de penser ce qu'on veut, l'expression de certaines idées n'est pas une opinion, mais un délit. Peut-être qu'il faut aussi refaire prendre conscience à chacun de nous de cet aspect-là. L'expression de ces idées-là, ça se transforme en délit, quoi. Alors, pour être honnête avec vous, ce n'est pas un sujet qui est remonté jusqu'à moi. C'est non pas le refus de plainte. Souvent, vous savez, ça va être Twitter qui va m'alerter sur un truc, comme je regarde, je me dis tiens, bon. Mais comme problématique, ce n'est pas un sujet qui est remonté jusqu'à moi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire que vous vous trompez dans votre analyse en pensant qu'il y a ce genre de choses? Je pense que la réponse est non, vous ne vous trompez pas. Et donc, ça peut évidemment arriver. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il peut y avoir une mauvaise réaction individuelle. Et elles existent, hein, la police, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur est un corps constitué de femmes et d'hommes avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, je ne veux pas négliger ça, mais aussi parce que ce sont des procédures tellement compliquées que du coup, on n'ose pas forcément l'utiliser. Je vais prendre l'exemple de l'insulte, il faut la prouver. Comment on la prouve? Donc le policier, il peut avoir aussi le réflexe de dire non, mais de toute façon, il n'y a que votre témoignage à vous face au témoignage de l'autre, ça ne donnera rien. Ça va être des heures de procédure, et donc il peut dissuader. Il peut dissuader en expliquant, comme je viens de le faire, ce qui déjà n'est pas normal, mais pourrait se justifier, mais il peut aussi l'intérioriser et dire bah non, portez pas plainte, faites une main courante, j'ai bien noté. Bon. Donc je pense que c'est une anomalie. Je pense qu'il faut vraiment là-dessus faire en sorte que dès qu'il y a une infraction de ce niveau-là, elle soit enregistrée et qu'il y ait une enquête, même si elle est difficile à faire. Moi, je peux imaginer, d'ailleurs, selon les conclusions que vous rendrez, de demander au DGPN ou au DGGN d'en faire une circulaire d'information et de sensibilisation à nos forces sur ces sujets-là. Ça ne me pose aucun problème. Bon. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit un problème massif, mais je pense par contre que c'est un problème symbolique grave. Et que le symbole, dans l'action publique, est essentiel. Je vous remercie. Monsieur Habib. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Pardon. Monsieur le Ministre, il ressort des éléments de l'enquête sur la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars que les terroristes, ça nous le savons, étaient un suprémaciste blanc obsédé par la théorie du grand remplacement, en vogue justement, vous le rappeliez, dans certains milieux français d'ultra-droite. Il est avéré que le tueur a séjourné en France, dans l'est de la France, je crois, en premier semestre 2017. Ma première question, est-ce qu'à l'époque, il était identifié en tant que tel? Qui a-t-il rencontré? Est-ce qu'il était en lien avec des réseaux français de la mouvance d'extrême droite? Et puis après, j'ai une autre question. Je continue. Alors, on sait, hélas, que la plupart, c'est un fait, c'est factuel, la plupart des crimes de haine qu'on a eus ces dernières années chez nous, en France, ont été le fait de militants islamiques. C'était le cas à Toulouse, à l'Hypercacher, au Bataclan, Saint-Étienne-du-Vouvray, etc., etc. Dans le cadre des attentats antisémites, ça a été souvent fait sur haine, sur fond de haine d'Israël et d'antisionisme. Ça aussi, c'est factuel. Et ma question est, et ça c'est factuel, à la différence d'ailleurs des États-Unis, où on a vu à Pittsburgh ou à Miami des attentats mortels, enfin des attentats avec des morts, au-delà des théories de suprémacistes blancs. Et ma question, vous y avez partiellement répondu, comment évaluez-vous le passage à l'acte de ces groupuscules d'extrême droite, puisque là, c'est vraiment dans le cœur de notre commission. Voilà. Puis après, j'ai encore une autre remarque dernière, si moi je reprends la parole après, mais non, parce que je rentre d'Ukraine. J'ai passé 4 jours en Ukraine avec une conférence interparlementaire de lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et on sait que l'Ukraine, initialement, les premiers pogroms antisémites et cosaques ont eu lieu en Ukraine. Toute la théorie le sionisme nouveau est né aussi en Ukraine après ces pogroms.
Mais là, actuellement, j'ai rencontré hier très longuement le Premier ministre ukrainien. On a parlé de ces questions d'antisémitisme. Il y a beaucoup de parlementaires. J'ai la conviction qu'au contraire, aujourd'hui, l'Ukraine est un pays qui, parce que vous l'avez mentionné à 2-3 reprises tout à l'heure, parler d'Ukraine, il pourrait parfaitement collaborer avec nous. J'ai rencontré une quarantaine de parlementaires ukrainiens. Je crois on peut trouver en Ukraine, si on avait disons là-bas je crois des réseaux non identifiés, etc., au plus haut niveau, des gens qui seraient tout à fait à l'écoute aujourd'hui de cette lutte justement contre l'antisémitisme et contre le racisme de façon générale. D'abord sur l'auteur de l'attentat à Christchurch, il a passé un mois, il a beaucoup voyagé, et notamment en Europe, et dans ses voyages en Europe, il a passé un mois en France. Ce sont des éléments que nous avons reconstitués après l'attentat. Il n'était pas identifié, il n'était pas connu, il était enregistré nulle part, à ma connaissance, comme présentant un risque, et donc il a cheminé comme un touriste, il a été accueilli par des gens. Il y a actuellement une enquête qui a été engagée sur ce sujet. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je peux préciser, c'est qu'en aucun cas, il avait été identifié comme susceptible de présenter un risque quand il est venu en France, et même quand il est parti en France, il n'a commis aucun acte sur ce sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, au fond, appréhender ce qui est une faute ou pas en soutien est compliqué. Chacun sait qu'il a fait 2 dons, c'est sorti dans la presse, à des associations qui sont au cœur de votre examen. Est-ce que ça en fait des responsables? Je pense que non. Et donc, du coup, faut toujours se méfier de ceux qui vous décernent ou qui vous donnent quand ils ne sont pas identifiés, et du procès qui serait fait ensuite à partir de là. Donc ça montre toute la difficulté qu'on a à appréhender sur ce sujet-là. Ensuite, vous posez une deuxième question sur cette frontière assez ténue qui peut exister aujourd'hui entre l'antisémitisme et l'antisionisme qui peut aboutir à des actes terroristes. C'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons. Nos services travaillent beaucoup parce qu'effectivement, on voit comment ça peut générer du passage à l'acte. Il n'empêche que c'est là encore très délicat à gérer. Un sujet sur lequel, je pense qu'on a dû en parler tous les deux, et sur lequel nous sommes souvent interpellés, c'est l'action du BDS, Boycott, Disinvestment, Sanction. C'est un sujet qui revient très régulièrement, où toute l'analyse juridique fait qu'on ne peut pas considérer qu'on a les éléments suffisants pour interdire les manifestations que le BDS organise, souvent place de la République notamment, à moins qu'elle ne donne lieu à des troubles manifestes à l'ordre public. Et notre entrée, elle est seulement sur ce sujet-là. Elle n'est pas sur l'opinion portée qui amène à. Ensuite, j'insiste vraiment sur le fait qu'on a ce lien qui peut se faire, qui peut mener à des actes qui peuvent aboutir à la question terroriste. Ensuite, vous posez le lien entre les actes d'antisémitisme et l'origine des actes. Vous pensez que les auteurs seraient à dominante, si je comprends vos propos, de confession musulmane. Moi, je n'ai pas d'éléments statistiques sur ce sujet-là. Et donc, je ne veux pas valider cette thèse-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des tensions géopolitiques qui font que, du coup, on a des actes antisionistes qui se perdent et qui deviennent des actes antisémites. Je pense qu'ils se perdent parce que c'est la question de la qualification du sionisme. C'est un débat que l'on ne doit pas forcément avoir ici, mais qu'on a déjà eu. Et donc, du coup, dans la non-hiérarchisation de certains cerveaux, où tout se vaut, au fond, contester Israël sur un sujet politique, contester le responsable du gouvernement sur un sujet politique, peut aller jusqu'à banaliser la croix gammée qu'on met sur la plaque d'une députée. Et c'est ce sont plutôt ces dérives-là qui posent problème. Monsieur Lavergne. Merci Madame la Présidente. Dans le cadre de notre commission d'enquête, nous sommes rendus à Lille, je crois, aux alentours de la fin mars. Nous avons auditionné, entre autres, un certain nombre de personnes du service de police. J'avoue que moi, j'avais été un petit peu troublé. Je ne me rappelle pas le nom de l'agent en question, mais peu importe, j'avais été, plus pour voir le cas général, pas le cas particulier, un peu troublé sous couvert de renseignements, de personnes qui pouvaient
considéré comme un indicateur qui a des appointances avec quelques organisations d'extrême droite, une certaine bienveillance en fait de l'agent en question. Moi, ça m'avait un petit peu, enfin, je l'ai ressenti comme ça m'avait un petit peu troublé. Tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous avez dit que pour les nouveaux agents, enfin, je l'ai compris comme ça, ils étaient acculturés à la problématique de la Shoah, entre autres, que vous les ameniez sur un certain nombre de sites pour leur faire prendre conscience, si ce n'était déjà le cas, de cette problématique-là. Est-ce que pour des agents qui sont plus anciens, plus impliqués, plus aguerris, il y a des systèmes un petit peu de protection pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des dérives comportementales et que la voie, on va dire, de l'autorité est bien respectée et que voilà, ne s'installent pas des systèmes de pseudo-protection, peut-être pour aider à résoudre d'autres affaires. Je crois qu'il y a une hiérarchisation sans doute à faire dans les problématiques, et la problématique de lutte contre ces individus, me semble-t-il, passe avant peut-être la problématique de renseignement autre. En tout cas, voilà, moi j'avais été un peu troublé par cette proximité, ce comportement. Je ne sais pas si c'était le cas de mes collègues. C'est un sentiment partagé. La question de la sensibilisation, elle est essentielle. Et c'est la question de la formation que j'évoquais. D'ailleurs, ça me permet de compléter ma réponse à Meyer Habib sur son propos liminaire que je trouve profondément injuste. C'est sous mon autorité de ministre de l'Intérieur que pour la première fois, un film est diffusé pendant le temps de formation dans les écoles de formation de nos policiers et gardiens de la paix et autres, sur l'histoire de la police, y compris avec sa face sombre. C'est la première fois qu'un film évoque les fautes que la police a pu commettre à certains moments. Vous en avez rappelé quelques-unes. Et c'est pour ça que je fais vraiment la différence entre des policiers et les policiers. Je referme la parenthèse. Ensuite, la question de la sensibilisation, c'est la formation initiale, c'est la formation continue. Est-ce qu'elle est suffisante? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des dérives comportementales possibles? La réponse est oui. Est-ce que la ligne idéologique de la police se prête à être favorable à cette ligne idéologique sur laquelle vous enquêtez? La réponse est non. Parce que la police en soi est républicaine. Mais ensuite, vous pouvez avoir des comportements individuels qui posent problème. Donc c'est la responsabilité de la hiérarchie que d'identifier cela. Et c'est notre responsabilité que de veiller à faire passer les bons messages au moment de la formation et à garantir une formation continue qui traite cela. Mais c'est difficile. Quelqu'un qui a 50 ans et qui pense que finalement tout ça n'est pas très grave et qu'il y a quand même trop d'eux en France, je mets 3 petits points parce qu'on peut à peu près tout mettre derrière. On va avoir du mal à lui changer son sentiment en 3 heures de formation. Je suis honnête avec vous. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la diversité des recrutements que nous avons aujourd'hui dans la police. Alors c'est du travail de moyen terme, de long terme, mais je pense que c'est essentiel et que ça va permettre de changer aussi en profondeur la police, l'image de la police. Je fais une différence entre l'image nationale de la police. Un récent sondage montrait que 76% des Français appréciaient la police. Selon les endroits de France, je ne suis pas sûr qu'on arrive au même taux. Et donc, du coup, les évolutions de recrutement doivent contribuer aussi à cette perception, parce que la prise de conscience des réalités que vivent certains, on a un sujet qui a été battu, non pas dans ce lieu, mais à l'Assemblée, c'est souvent ceux qui sont contrôlés 14 fois le matin. Je veux dire, ils n'ont pas forcément une perception positive de la police. Donc on a fait changer les règles. Et je pense que le changement de l'évolution du recrutement contribue aussi à cela. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors de nos auditions, certains ont affirmé une perte d'informations sur le suivi des groupuscules d'extrême droite suite à la réorganisation des services de renseignement. J'aurais aimé avoir votre sentiment et éventuellement les axes d'amélioration quant à leur suivi. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait porter beaucoup de responsabilités à la suppression des renseignements généraux. Et je crois qu'on lui en a fait porter beaucoup plus que la réalité. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des évolutions. Par exemple, les renseignements généraux faisaient un suivi politique. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, le positionnement n'est pas le même. Et je pense qu'en quelques années, le niveau d'information du premier flic de France a profondément évolué. Le mythe
qui prête au ministre de l'Intérieur le fait de tout savoir sur tout, avec les notes blanches, etc. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et c'est plutôt sain. D'abord, ce n'est pas forcément le plus intéressant, ce qu'il y avait dans les notes blanches, et c'est plutôt sain. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a une structuration. Alors, il y a le problème des effectifs. Il y a eu beaucoup de pertes dans le renseignement au sens large, comme dans les effectifs de la police et de la gendarmerie pendant quelques années, qu'il faut reconstituer, et qu'il est difficile de reconstituer sur certains services plus que d'autres. Recruter des gardiens de la paix, on a aujourd'hui des jeunes qui ont envie de rentrer dans la police et qui font le concours. Mais vous ne mettez pas forcément un jeune gardien de la paix à la DGSI sur certains sujets. Il en faut, mais voilà. Et donc, il vous faut des gens formés. Aujourd'hui, à la DGSI, par exemple, où il y a 1900 emplois qui seront ouverts d'ici la fin du quinquennat, il y a une petite difficulté de recrutement. On recrute, par exemple, je ne dis pas ça parce qu'il y a une journée nationale d'action, on recrute, par exemple, plus en contractuel, vu compte tenu des profils, que sur des postes de fonctionnaires. Mais on a ces difficultés-là. Donc ce que je veux dire, c'est n'exagérons pas la perte de renseignements. Il y a une restructuration. Il y a eu des loupés. Il y a peut-être eu de la brutalité dans la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, entre la DGSI, le SCRT, la DRPP, on a un suivi attentif, mais qui peut qu'être amélioré, notamment par des renforcements de personnes, de moyens. Et dans les moyens, je mets les moyens matériels, mais aussi les moyens législatifs. Souvent, il y a une opposition entre vous et le ministère de l'Intérieur, parce qu'on voudrait avoir plus de liberté sur un certain nombre de sujets. Il y a des mesures qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel récemment dans la loi justice, qui donnaient des moyens judiciaires supplémentaires aux procureurs et qui, du coup, rendaient plus efficaces certaines enquêtes. Bon, ça, c'est un débat qui est tranché. Là, il était tranché par une décision du Conseil constitutionnel, j'y reviens pas. Je voudrais insister ensuite sur le fait que ce suivi est aussi effectué au niveau local en lien avec les préfets, auprès desquels sont placés les services du renseignement territorial, ou au niveau local, ou avec la DRPP, par la préfecture de police et le département de la Petite Couronne. Et donc aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, c'est une priorité. Mais je vais vous parler actualité. Nous connaissons les réseaux sur lesquels vous inquiétez, y compris sur lesquels vous n'enquêtez pas à l'ultra-gauche. Au début du mouvement des Gilets jaunes, le service de renseignement était sans information, pour une raison simple, c'est que c'était des réseaux non constitués, et donc à partir de là, il a fallu un temps aussi pour identifier les leaders, et du coup pouvoir anticiper qu'hier, à Toulon, il allait y avoir 1000 manifestants, et que dans ces 1000 manifestants, il y avait 100 ou 200 ultras qui allaient venir. Donc il faut un temps d'adaptation. Moi, je vous donne mon expérience récente de ministre de l'Intérieur. Nous avons un assez bon niveau de renseignement, mais qui gagnerait encore à être renforcé. Est-ce qu'une des difficultés qui nous a été remontée, est-ce que vous la constatez aussi, c'est la difficulté d'exploiter les données, notamment big data, etc., qui peuvent être assez énormes, et un manque de moyens humains ou de savoir-faire, des fois, dans certains services? Problème de recrutement humain sur certains profils, oui, c'est une difficulté. Parce qu'on a des règles de recrutement, j'évoquais contractuels, titulaires, des niveaux de rémunération. On est sur ces sujets, on va dire big data, avec une instabilité professionnelle, y compris dans le privé. On reste 6 mois, 1 an dans un poste, on bouge. Bon, alors c'est pas forcément la culture qu'il nous faut dans des services de renseignement. Donc ça, c'est une petite difficulté. Mais on commence aussi à intéresser des gens de qualité. Deuxième niveau de réponse, c'est les outils juridiques dont nous disposons, les algorithmes. Il y a quelques expérimentations, nous aurons l'occasion d'en reparler, expérimentations encadrées et autorisées, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans les réflexions d'ici 2020 pour la loi sur le renseignement. Il y a des pays qui sont dotés d'algorithmes qui ont une efficacité plus redoutable que ce que nous en faisons, où il suffit que dans un échange, vous prononciez 3 mots-clés pour qu'immédiatement il y ait un hit et qu'ensuite vous puissiez analyser le hit. Voilà. Il faut avoir en tête que non seulement il faut l'information, le hit, mais ensuite il faut pouvoir croiser les différentes informations pour en tirer la bonne conclusion. Voilà.
voilà, vous avez le droit de dire dans une conversation que Castaner est nul. C'est pas bien de le faire, mais vous avez le droit. Ça peut faire un hit si je mettais un hit sur Castaner, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une menace d'attentat terroriste contre le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un exercice qui est très compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que certains pays sont sur ces sujets beaucoup plus offensifs, avec des moyens assez impressionnants. Voilà. Donc on a une ingérence à travers les réseaux sociaux de pays étrangers qui peuvent se développer, contre lesquels il faut s'armer. Nous nous armons. D'autres pays ont des armées qui sont en charge de cela. Mais il y a vraiment deux choses. Pardon, je suis long. Il y a la question des moyens. Et dans la question des moyens, il y a deux choses. Il y a la question des moyens humains. C'est une partie de votre question. Et la question des moyens juridiques. Par nature, le ministère de l'Intérieur rêve de plus de liberté sur l'utilisation de tous les moyens. Voilà. Je renvoie à des discussions sur la reconnaissance faciale dans les vidéos, discussions que vous avez eues à plusieurs reprises dans l'Assemblée, sur lesquelles je sais les positions divergentes qui peuvent exister. Je sais aussi les risques qui peuvent exister, et il faut pour cela pouvoir avoir des garanties sur les risques. Je crois qu'en France, on a su développer, par exemple, toute la visio-surveillance, protection, en quelques années, parce qu'on a montré qu'on avait des dispositifs de garantie. Les caméras piétons qui équipent aujourd'hui nos forces de sécurité, il faut savoir comment elles sont utilisées ensuite. Le policier qui a fini sa journée les pose sur un boîtier, il n'a pas accès aux images. Et je ne revendique pas qu'il ait accès aux images. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis son développement, et chaque fois que je rencontre des policiers qui sont équipés de ces caméras piétons, je les interroge, ils m'expliquent que la relation à l'autre a totalement changé. Elles ont au fond été mises au départ pour les responsabiliser, et elles ont responsabilisé l'autre, l'interlocuteur aussi. Peut-être par crainte, mais au fond, ça a banalisé la relation. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des moyens, mais garantir la sécurité et l'utilisation de ces moyens. Je vous remercie, Monsieur Elguerab. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour à chaque fois vos réponses assez précises et détaillées. Mais une de mes questions à laquelle vous n'avez pas forcément répondu, disons, assez précisément, c'était sur finalement la bataille culturelle. La bataille culturelle, elle se joue bien évidemment sur les réseaux sociaux, elle se joue surtout dans les médias. Et moi, comme je l'ai dit, je suis assez outré de voir que régulièrement des personnes condamnées pour, entre guillemets, extrémisme, ou alors au moins paroles idéologiquement extrémistes, sont régulièrement invités et même tiennent des chroniques et nous expliquent et puis distillent leur haine. Vous avez parlé de haine, la haine de l'autre, la haine d'une catégorie spécifique de la population française. Et donc, à cela, comment faire? Et cette bataille culturelle, comment est-ce qu'on peut finalement la remporter? Parce que vous avez absolument raison, on va dissoudre un groupuscule d'extrême droite, un autre va renaître, et puis les personnes qui étaient membres de ce premier groupe seront dans le second, où leurs idées n'auront pas disparu. Et finalement, cette bataille des idées, comment est-ce qu'on la mène? Et là, c'est vraiment plutôt citoyen que je parle. Comment est-ce qu'on mène cette bataille des idées? Comment est-ce qu'on gagne cette bataille culturelle? Parce que c'est finalement ça le véritable enjeu. Je reprends. Je n'ai pas répondu parce qu'il est difficile de répondre, parce que là, on est plus sur une question d'appréciation de la façon dont les médiums d'information diffusent l'information et quelle information. Ce que je sais, c'est quand une personne est condamnée, après une enquête menée par nos services, on va dire une alerte, je veux les choses dans l'ordre, une alerte par nos services de renseignement, une enquête est menée par la police judiciaire, une sanction est décidée, la sanction peut être exécutée ou pas, et selon la gravité de la sanction, vous avez un mandat de dépôt ou pas. J'ai vu que certains pouvaient être condamnés à 1 an et continuer à s'exprimer. Et le fait que dans le dispositif de sanction judiciaire, le juge décide une interdiction d'eux. Si ce n'est pas le cas, les médias sont libres d'inviter une personne qui a fait l'objet d'une condamnation à s'exprimer et à tenir des propos qui peuvent être considérés au nom de la liberté d'expression comme devant être défendus. Même si vous les évaluez contestables, et même si je pense que sur les mêmes propos, j'aurais le même sentiment que vous. Mais moi, je suis obligé de rester dans ce cadre-là, qui est celui de fait qu'une personne condamnée peut garder une parole libre et peut être invitée sur les plateaux. Deuxième élément, c'est le discours de penser qu'il y a une responsabilité médiatique à tout ça. Sûrement. Mais je pense que de toute façon,
c'est pire que ça n'est plus grave. Tout simplement parce que vous aurez beau inviter une personne qui, moi je sors du sujet, en ce moment organise des manifestations qui rassemblent royalement 30 personnes, 40 personnes, dans un aéroport samedi dernier, et qui va passer pourtant en boucle sur des chaînes info, et qui sera invité 4-5 fois, alors que sa capacité de mobilisation c'est 30 à 40 personnes, 4-5 fois dans la semaine comme invité sur un plateau. On pourrait trouver ça grave. Chacun se fera son opinion, vous sentez dans le ton de ma voix la mienne. Mais je vous dirais, le pire, c'est que ça n'est plus important. Parce que de toute façon, le médium classique, même de la chaîne info, et qui pourtant est récente, est dépassé sur la diffusion des idées dont on parle. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui font la propre information de certaines personnes qui vivent en cercle clos, c'est encore un problème d'algorithme, en cercle clos la ressource de l'information, et qui du coup ne reçoivent que des informations qui sont rentrées par le biais des algorithmes sur l'entrée philosophique et culturelle de la personne qui le reçoit. Et qui, du coup, tout ce qui, c'est ce qu'on fait tous. Vous avez tapé plusieurs fois Meyer Habib pour faire des recherches sur vous. Toutes les informations sur Meyer Habib sortent sur votre tablette tous les matins et vous dites, pétard, qu'est-ce qu'on parle de moi? Ça marche avec moi, donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez votre propre biais d'information. Et donc aujourd'hui, en réalité, je pense que il est inutile de faire un procès, d'abord il n'est pas opportun, mais il est inutile de faire un procès aux diffuseurs médias classiques, parce que de toute façon, cette question de bataille culturelle se joue ailleurs. Et elle se joue notamment sur ces réseaux sociaux qui donnent un prisme d'information qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parole légitime, il n'y a plus de rapport au sachant qui pouvait dire aux 20 heures quelle était la photographie, la réalité d'un moment donné. Elle est par nature contestée. Elle l'est notamment par les thèses complotistes. Les thèses complotistes se développent à tout va, et une fausse information qui va sortir sur les réseaux sociaux peut être vue 800 000, 1 million de fois, ou une information réelle, mais qui avant était considérée comme sans importance, peut aussi faire 1,5 million de vues, ce qui sera beaucoup plus que n'importe quel journal classique. Je ne sais pas si je suis clair en vous disant ça. Alors ensuite, la bataille culturelle, elle se mène dans la conscience des choses. Donc c'est le temps éducatif, qui à mon avis est déterminant. C'est le temps familial qui est aussi déterminant. Il ne faut pas faire porter toute la responsabilité à l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi ces temps-là. C'est le temps social, au sens large, et sociétal, qui est déterminant. Mais je sors un peu du sujet. Monsieur Habib ? Oui, brève remarque, je vous suis là-dessus, Monsieur le Ministre. Par rapport aux Gilets jaunes, pour parler d'eux, lorsque samedi après samedi, sur 12 heures d'information dans la journée, sur chaque heure d'information, on avait 55 minutes Gilets jaunes et 5 minutes le reste, pour moi, il y a une manque de responsabilité de la part de toutes ces chaînes d'information. Et surtout, au début, oui, chacun sait qu'il y avait des revendications légitimes, mais après, ces gens-là ne vivaient que pour être justement médiatisés, et donc ils ont parfaitement joué le jeu, et je crois qu'il y a une faute grave au niveau de ça, c'est où je vous suis parfaitement là-dessus. 2 points. On sait que depuis des années, souvent le deuxième dimanche de mai, a lieu, je crois que comme il va avoir lieu d'ailleurs le 12, des manifestations d'extrême droite radicale, en particulier à Paris, issues de Troisième Voie, Action française, GUD, beaucoup d'antisémites notoires, négationnistes, nazillons, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être penser à interdire... Alors, je comprends, il y a le droit de manifester, mais il y a manifestement des dérapages. Je rappelais tout à l'heure à la garde des Sceaux que Robert Faurisson, de Mémoire maudite, a passé toute sa vie, alors que c'était le négationniste par excellence, il n'a pas fait un jour de prison durant toute sa vie, et toute sa vie a été le négationniste par excellence. Donc, manifestement, il y a des choses, à mon avis, à revoir chez nous. Et dernière remarque, par rapport à l'antisionisme, je reviens parce que je ne veux pas reprendre la parole. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre prédécesseur Manuel Valls, et c'est surtout aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. Il va de soi qu'on a le droit, qu'on peut, il est légitime de critiquer tel ou tel gouvernement de l'État d'Israël en particulier, comme tel ou tel gouvernement. C'est absolument légitime. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais je rappelle, et je voudrais le rappeler parce que c'est important, que quand des enfants de 2 ans, de 4 ans, de 8 ans ont été tués avec leur père à Toulouse, l'assassin, dont je n'ai pas envie de prononcer le nom,
a rappelé justement la vengeance du conflit israélien. Donc on a une responsabilité par rapport à ça, parce que quelle que soit notre vision qui peut différer, c'est ça justement la base de notre démocratie, ça amène à des drames. Ça a été pareil à l'hypercacher, où le tueur a rappelé justement le conflit. C'est pour ça qu'on a une responsabilité à faire attention à tout niveau que ce soit, et je voulais que ce soit rappelé et redit, mais je ne doute pas de votre... il faudrait qu'on revoie les verbatims de chacun d'entre nous, mais c'est important de le dire. On va d'ailleurs à des débats importants à l'Assemblée. Sylvain Maillard, notre collègue, est en charge, je crois, qui est à la tête du groupement de lutte contre l'antisémitisme. On va intégrer, justement, par le terme d'une résolution, le caractère européen, d'ailleurs, ni plus ni moins, de la définition de l'antisémitisme. Je reprécise si je n'ai pas été clair. J'ai dit que je ne faisais pas le lien automatique, mais j'ai évoqué le fait qu'on avait trop souvent une posture d'antisionisme qui aboutissait à l'antisémitisme et qui, du coup, je rajoute le troisième niveau, peut se traduire par des actes de grande violence, jusqu'au risque terroriste. Donc là-dessus, je n'ai pas de doute sur cela. Par contre, je nie le caractère automatique des choses. Votre propos liminaire donnait un caractère un peu plus automatique et c'est ce que j'ai voulu amoindrir. Deuxième remarque, il y a hélas des rassemblements d'ultra-droite trop courants. Quand nous sentons que nous devons les interdire, nous pouvons utiliser effectivement cela et les préfets sont en responsabilité sur ce sujet. Ensuite, je vais prendre un exemple du 1er mai. Il y a eu un rassemblement autour de Jean-Marie Le Pen qui a lieu tous les ans et qui est toujours un sujet un peu compliqué parce que certains qui sont présents peuvent apparaître un peu bagarreurs et on n'a pas très loin toujours d'autres manifestants sur le pont qui sont présents aussi. Et donc chaque fois, la préfecture de police met des forces entre les deux pour empêcher qu'on ait des confrontations. Donc on appréhende cela, mais on ne peut pas interdire ces expressions, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles rentrent dans un caractère légal. C'est un sujet un peu compliqué. Je voudrais revenir sur la difficulté que pose le statut d'association et d'appartenance à un groupe ou d'individus. On a eu plusieurs auditions et notamment le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques qui nous a indiqué qu'il était difficile d'imputer à un groupement les agissements d'individus. Et d'ailleurs eux-mêmes, quand ils commettent des actions violentes ou des agressions à caractère raciste ou antisémite, disent c'est pas notre groupe, je l'ai fait en tant qu'individu, et le groupe dit oui, il l'a fait en tant que lui-même, nous on est non-violents, etc. Monsieur Nunez proposait de faire évoluer le droit afin de faciliter l'imputabilité d'agissements de membres d'une association ou d'un groupement de fait à l'association ou au groupement pour faciliter éventuellement une dissolution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toute la difficulté, c'est qu'il faut du coup démontrer le lien entre le comportement individuel du membre de l'association et l'association. Donc si par exemple il a un t-shirt logoté, ça nous aide. S'il ne l'a pas, c'est une vraie difficulté. Ensuite, si on considère que le fait d'être membre, moi je nous invite à la prudence quand même. Si on considère que le fait d'être membre d'une association et de commettre un acte délictueux sans établir le lien peut provoquer la dissolution de l'association, il faut faire attention à l'usage qu'on peut en faire. Il est facile d'adhérer à La République En Marche, je ne vais pas dire à France Insoumise, à La République En Marche, et donc du coup, bon voilà, donc, je blague un peu, mais c'est toute la difficulté. Et sur ce sujet, il faut faire attention. Deuxième élément de remarque plus global, c'est la question de la structuration associative. Aujourd'hui, on voit comment la structuration associative est utilisée aussi pour se donner une légitimité, pignon sur rue, pour s'organiser. Bon, par exemple. Bon. Et donc là, du coup, on a aussi une évolution de ce côté-là sur lequel il nous faut veiller. Sachez que les préfets n'ont pas la capacité juridique à interdire d'office le dépôt d'une association parce que l'objet social paraît problématique. S'il est contraire à l'ordre public, oui. Mais du coup, c'est jamais le cas. C'est ensuite le discours qui accompagne la déclaration de candidature qui pose problème. Donc c'est un exercice difficile. Mais c'est vrai que pour nous, il y a une vraie difficulté qui consiste à établir le lien entre le comportement de l'individu et l'association. Mais c'est le fondement même du droit pénal.
qui fait qu'il faut toujours, notamment ce principe du lien de causalité qui est constitutif dans le droit pénal, du fait qu'il faut un geste, il faut un lien de causalité entre l'auteur et le geste pour arriver à caractériser. Ben là, c'est la question du lien qui va exister entre l'adhérent et l'association. Voilà. Mais sachez que du côté du ministère de l'Intérieur, on est là-dessus le plus offensif possible pour arriver à qualifier chaque fois que nécessaire pour aboutir à une dissolution. D'accord, je vous remercie pour ces propos parce que ça renvoyait un peu aussi à la question du choix de la circonstance aggravante dans le dépôt de plainte où, comme vous le disiez, des fois on peut dire aux gens ça va être compliqué à prouver, donc on abandonne cet aspect-là. Donc voilà, pour savoir s'il y a une préoccupation vraiment quand on mène les enquêtes, etc., et au niveau administratif, de faire le lien, quoi. Oui, pour répondre concrètement, oui. Sur les faits les plus graves, évidemment, hein, parce que notre prisme individuel fait qu'on ne peut pas tous caractériser de la même façon. Mais quand on est sur des faits graves, la réponse est oui. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Non ? Une dernière question pour quelqu'un ? Très bien, je vous remercie. On va clore l'audition. Merci.